Valérie Pérez-Henouchi, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Destin de femme, paru chez Ramsay. Je vais commencer à l'envers. Je vais faire de droite à gauche comme en hébreu. Okay. Je vais commencer par dire Mazel Tov pour le prix Edgar Faure. Merci. J'ai appris que vous aviez le prix pour votre livre avant d'avoir commencé à lire. J'avais dû lire le premier chapitre. Ouais. Et plus j'avançais dans le livre, plus je me disais, mais c'est une évidence, c'est mérité. Donc j'avais envie de vous le dire d'emblée, d'entrée de jeu. Ben moi, je n'en reviens pas encore, mais en tout cas, merci. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'en revenez pas. On va quand même dire quelques mots sur vous, même si tout le monde vous connaît. On vient de le voir, vous venez d'arriver à Radio J et évidemment, i24 News. Tout le monde connaît le visage et la voix de Valérie. Valérie, donc vous êtes journaliste et aujourd'hui vous êtes avec nous parce que vous êtes écrivaine et dans un domaine dans lequel peut-être on ne vous attendait pas tout à fait, c'est-à-dire Destin de femme. En fait, la moitié, presque la première moitié de votre livre, c'est comment dirais-je, c'est l'histoire des droits des femmes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et ensuite des témoignages. C'est très bouleversant, c'est tout à fait passionnant, et je trouve que ça permet de relativiser, et on voit l'immense évolution qu'il y a eu dans les droits des femmes. Alors, pourquoi? Comment vous est venue l'idée de ce livre? Vous avez dû faire beaucoup de recherches. Oui, en fait, c'est un livre qui m'a pris 10 ans à écrire, Lise. En réalité, c'était un carnet de voyage. J'ai beaucoup voyagé et j'ai l'habitude de prendre un stylo et des notes lorsque je vais en voyage ou bien en reportage. Et puis un jour, je suis retombée sur ces carnets de voyage et je me suis dit que ce serait bien de les mettre au propre. Parce que c'était quand même une grande partie de ma vie. Donc, je me suis mise sur mon ordinateur et je me suis mise à écrire et je me suis replongée dans ces pays que j'avais visités. Je me suis replongée dans la vie de ces femmes que j'avais connues ou bien des histoires qu'on m'avait racontées. Et en fait, ça m'a transcendée parce que j'ai pris la souffrance qu'elles étaient en train de vivre pour moi et je me suis dit que si j'avais moi-même grandi et vécu au Liban, il me serait arrivé la même histoire que Saria. Donc au fur et à mesure que j'écrivais les histoires, je me suis mise à rechercher sur l'environnement du pays, les lois, les droits des femmes, etc. Et j'ai été passionnée et je me suis dit que j'avais appris énormément de choses en faisant ces recherches. Et j'avais envie, en fait, de revenir sur l'histoire, justement, des droits de femmes, du droit des femmes, et en France et dans le monde. Et on se rend compte que oui, effectivement, il y a eu des avancées, mais qu'on n'est pas encore à l'égalité, donc il faut continuer à en parler. Alors, il faut continuer à en parler, bien sûr. Vous parlez des droits des femmes dans les sociétés européennes, asiatiques, africaines. Vous avez fait tout le tour de la planète pour nous parler de leurs univers respectifs. D'abord en théorie, ensuite avec leurs textes, mais et puis également dans le monde juif, bien entendu, oui. Également en Israël où vous vivez. Moi, je me suis dit, quand j'ai lu la première partie, je me suis dit, mais peut-être que Valérie, elle a voulu faire ça aussi pour montrer quand même qu'il se passe beaucoup de choses, même si c'est pas suffisant, et peut-être un peu en opposition avec certains mouvements actuels qui disent c'est rien du tout et qui renient tout ce qui a été fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre n'est pas du tout moralisateur. Oui. Peut-être qu'il va un petit peu réveiller les consciences. Il y a des chiffres, beaucoup de chiffres, il y a des faits historiques. Il y a des dates. Beaucoup de dates. Alors, on va se rappeler, par exemple, de l'histoire du divorce, qui était aboli, puis rétabli, puis réaboli, puis rétabli. On parle de l'article 213, justement, du Code civil de Napoléon, où il était écrit « La femme doit obéissance à son mari et le mari doit secours à la femme ». Donc, je ne sais pas si l'Empire a été favorable aux femmes. En tous les cas, on sait que Napoléon voulait remettre au cœur de la société la famille. Parce qu'après la Révolution française, tout le monde divorçait. C'était à la mode. Il y avait 6
000 divorces à Paris après la Révolution française. Donc je trouvais que c'était intéressant comme ça Passionnant. de revivre cette historique. Passionnant. Et ensuite de voir, oui, évidemment, comment c'était aujourd'hui, comment c'est sur le terrain aujourd'hui. Et je trouvais qu'en tant que femme, justement, européenne, libre, il était normal de leur laisser la parole à ces femmes-là qui ont moins de chance que nous. Et alors justement, quelle est la partie du livre qui a été peut-être la plus surprenante pour vous ou la plus compliquée à écrire? Écoutez, la plus compliquée, j'ai envie de dire que c'était la partie recherche, parce que ça, c'est ce qui Mais m'a oui. pris énormément de temps. Vous vous êtes fait aider, vous avez fait toute seule? Mais je me suis rapprochée. Non, j'ai fait toute seule, mais je me suis rapprochée d'avocats, je me suis rapprochée d'associations pour les droits de la femme. Oui. J'ai vraiment essayé d'être le plus précise possible pour donner les chiffres les plus actuels possibles. Mais celle qui m'a le plus marquée, effectivement, oui, c'est la deuxième partie, parce que j'ai moi-même appris des choses. Bien sûr. Alors, il y a un certain nombre de témoignages de femmes à travers le monde. Je les ai pas comptés, mais peut-être que vous pourrez... Il y en a 17. Il y en a 17, voilà. Il y en a 17 qui témoignent. Comment les avez-vous contactés? Comment les avez-vous rencontrés? Comment avez-vous choisi, en fait, ces textes? En fait, il y a des femmes que j'ai connues qui m'ont raconté volontiers leur histoire. Donc l'histoire est un peu romancée, parce que souvent ces femmes, quand je les ai rencontrées, c'était après justement leur épisode traumatique. Donc il y avait moins d'émotions, parce que finalement elles étaient sur un chemin de vie nouvelle, et donc j'ai un petit peu romancé. Donc ça, c'est les femmes que j'ai rencontrées. Il y a des femmes que, en fait, je n'ai pas rencontrées, mais que j'ai connues par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est le cas de Saria, par exemple, la Libanaise. Lorsque j'étais jeune journaliste, j'avais une collègue qui était libanaise, c'était sa cousine. Donc on a suivi vraiment minute par minute son mariage, son divorce, la perte de son fils. On l'avait même aidé, je me rappelle, à choisir la robe de mariée. Elle nous avait envoyé par la poste les robes de mariée. Donc c'était vraiment très proche. Il y avait une grande proximité avec Saria, et ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée à l'époque, son histoire. Mira, c'est lors d'un voyage que j'ai... Saria, qu'est-ce qu'elle a pensé du fait de se retrouver dans votre livre? Alors écoutez, Saria, depuis, je ne sais plus ce qu'elle est devenue. En revanche, j'ai gardé contact avec Béatrice, et quand je lui ai envoyé l'histoire de sa cousine 10 ans plus tard, elle m'a appelée en pleurant et elle m'a dit: je ne savais pas que ça t'avait autant touché. Je ne pensais pas que tu avais été autant troublée par l'histoire de ma cousine. Et fait, avec le temps, avec la vie, avec hélas les divorces, avec hélas nos souffrances, nos chemins initiatiques à nous deux femmes, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Alors, vous avez des témoignages de tous les pays, c'est-à-dire que le témoignage de Saria, Beyrouth au Liban, finalement, Rotterdam, Royaume-Uni, c'est pas forcément tellement mieux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une Europe dite entre guillemets démocratique, où les droits des femmes sont censés être protégés, que les situations ne sont pas plus compliquées que dans certains pays d'Orient. Vous avez raison. Moi, je pense que les problématiques des femmes sont universelles, quel que soit le pays où on se trouve. On va parler d'harcèlement, on va parler de viol, on va parler de travail, on va parler de divorce, on va parler de mariage, on va parler d'enfants, de maternité. Donc tout ça, ça nous touche. Bien sûr. Et quel que soit le pays où on est, effectivement, on rentre dans la vie de cette femme. En ce moment, on organise des lectures justement pour la promotion du livre. Donc ce sont des actrices qui viennent, et elles-mêmes, elles sont transcendées, quoi. Lorsqu'elles racontent une histoire, elles nous mettent une émotion incroyable, parce qu'on ne peut pas se détacher, nous, en tant que femmes, du destin d'une autre femme, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans la vie de cette femme-là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, quel est le témoignage de tous ces pays qui vous a, en dehors de Beyrouth, le plus touché? Écoutez, vraiment, vraiment, tous les témoignages m'ont touchée. C'est vrai que Beyrouth, c'était le premier, et c'est celui peut-être qui a été important pour moi dans mon aventure d'autrice aujourd'hui, de nouvelle autrice, parce que c'est grâce à cette histoire-là que je me suis lancée et que j'ai eu envie de continuer. Mais j'ai aussi été très touchée par Mira, l'indienne, la transgenre. Bien sûr, la transgenre. Voilà, vous savez que la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, on a voté à l'unanimité la loi contre les psychologies de transition. Mais bien sûr. Ici en France. Donc j'ai envie de dire bravo, mais il était temps, vous voyez, donc on est vraiment... Oui, vous aviez déjà anticipé, si j'ose dire. Il y a l'histoire de Bahar, l'Afghane, qui part de Kaboul pour fuir en fait le régime fondamentaliste des talibans, et qui se retrouve aujourd'hui à Berlin. Et elle parle de son
d'invisibilité déjà. Et cette histoire-là, ça fait 5 ans que je l'ai écrite déjà. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une chose sur laquelle j'ai pas été tout à fait d'accord avec vous. Ça va vous amuser. C'est dans votre chapitre sur la place des femmes dans la communauté juive orthodoxe, quand vous parlez de unorthodoxe en critiquant un peu. Ça a été très bien pris en France. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi cette série. Ah, j'ai eu l'impression Non, qu'en j'ai beaucoup fait... aimé cette série, mais je vais vous dire, Lise, moi Oui, la partie dites-moi. que j'ai préférée, c'est quand elle enlève sa perruque dans l'eau et qu'enfin elle est libre et qu'elle va finalement prendre la direction qu'elle a envie de prendre. Oui. Moi, je trouve que les femmes dans la communauté orthodoxe peuvent s'épanouir et peuvent être complètement heureuses. Oui. Rachel, que j'ai rencontrée, elle a une histoire particulière. Bien sûr. Elle est partie. Aujourd'hui, elle habite à Tel Aviv parce qu'elle s'est rendue compte au bout de quelques années de mariage que son mari était homosexuel, que la communauté C'est terrible, hein. savait Oui. qu'il était homosexuel, mais qu'en fait, qu'il fallait lutter contre les mauvais penchants. Donc, elle en veut pas du tout à son ex-mari, mais elle en veut à cette communauté qui finalement l'a mise sous pression. Il était finalement sous l'emprise de cette communauté, il ne pouvait pas vivre qui Bien sûr. il était. Mais Rachel me raconte qu'on peut complètement s'épanouir dans la communauté orthodoxe en tant que femme, et c'est pas du tout une critique. C'est juste que Non, je parle de la série, moi. la Non, série, je moi, parle de la l'ai série que trouvée- vous n'avez pas aimée, Non, je l'ai trouvé. orthodoxe. C'est-à-dire que je trouve qu'on parle un petit peu trop des orthodoxes en Israël. Il y en a pas autant que ça. Moi, par exemple, j'habite à Tel Aviv. Les orthodoxes, ils sont à Jérusalem, à Mea Shearim et à Bnei Brak. Donc, j'ai l'impression qu'on associe Israël au monde orthodoxe. Et c'est pas le cas du tout. Bah, c'est venu par les séries entre Shtisel et unorthodoxe. C'est ça. Et puis toutes les séries qui se sont greffées autour, les Ouais. films, etc. Ouais. Mais ça a beaucoup de succès Oui. et ça intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que Israël, c'est très loin de n'être que cela. En même temps, c'est une façon de les humaniser. Oui, mais moi, je ne trouve pas qu'ils soient déshumanisés. Je pense que c'est des êtres humains qui vivent dans leur monde. Ils ont choisi cette vie. Ils sont heureux dans cette vie. Et je pense que chacun est libre de vivre dans la vie qu'il veut. Maintenant, Israël, c'est aussi des paysages magnifiques. Ah bah oui, C'est des bien sites sûr. archéologiques magiques. C'est le berceau des religions. C'est des gens formidables. C'est une culture artistique incroyable. C'est des gens qui ont une envie de vivre. Et voilà. Et je pense que voilà, j'ai Vous envie. êtes en train de mettre les larmes aux yeux. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai envie d'écrire un livre, justement, peut-être le prochain, sur les beautés d'Israël, pour oui. donner envie aux gens de venir voir Israël autrement, avec la réalité de la vie d'une Israélienne sur place. Il faudra déjà qu'on puisse y aller. Bientôt. Bientôt, on espère, on y croit. Parce On que, vous attend nombreux, en tout cas. Ben, Vous ça, nous avez manqué, les touristes. Hein. Oui, oui, et on aimerait beaucoup y revenir. Bref, une autre chose dans votre livre qui m'a beaucoup touchée, ce sont les chapitres consacrés aux femmes en Asie, au Japon et en Chine. Ouais. Parce qu'on n'en parle jamais ou très très peu. Ah oui, non, mais la femme a vraiment une place particulière. D'ailleurs, on fait la connaissance de Liane dans le livre qui Oui. est chinoise. Donc elle a 27 ans. Oui. Et là-bas, quand on a 27 ans, on est, Lise, périmée, à Oui. jeter à la poubelle. Une On les vieille appelle fille. les Shang-Su. Donc, si vous voulez, les parents sont très embêtés. Comment vous l'avez rencontrée, elle? Alors elle, je l'ai rencontrée parce que j'ai été en Chine et qu'on m'a raconté les histoires de ces femmes célibataires. Ah oui, Et donc, voilà, cette femme, c'est un symbole de toutes ces femmes bien sûr. qui ont plus de 27 ans et qui sont bonnes à jeter à la poubelle. Donc, elle n'est pas mariée. Alors, c'est un gros problème pour ses parents. Et là-bas, il existe des marchés pour célibataires. Donc, en fait, il y a un CV. On écrit toutes les qualités de la jeune fille. Oui. On essaye de la caser. On trouve un Les potentiel parents, parti. c'est des shidurim version asiatique. C'est hein. ça, parce que là-bas, c'est vraiment une histoire de famille, Mais les oui. mariages. Donc, on va rencontrer des potentiels candidats au mariage. Et puis, alors, on va parler de quoi pendant cette rencontre? Eh bien, on va parler d'argent. Donc, c'est pas romantique du tout. Oui. Il y a aucune romance. C'est pas sexy du tout. Et vous Liane- expliquez que c'est les parents, en fait, qui négocient en expliquant c'est ça, c'est au un contrat. monsieur que c'est un contrat, un pur contrat. Et Voilà, rien donc qu'un contrat. Liane, elle ne veut pas du tout rentrer dans ce système. Elle voit qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et aujourd'hui, elle est toujours célibataire et elle a réussi à faire accepter son célibat à ses parents. Oui, ça c'est bah oui parce qu'elle les soutient, qu'elle a un bon job et qu'elle est enfin bien dans sa peau et qu'on lui C'est souhaite ça. le meilleur. Vous avez des nouvelles? J'ai des nouvelles.
Alors Elles sont bonnes? elle va très bien, elle va très bien et on s'appelle souvent et elle aimerait bien venir visiter justement Tel Aviv. C'est une fille qui est super ouverte d'esprit. Alors il y a des moments où c'est dur pour elle parce qu'elle reste quand même marginale. Bien C'est sûr. dur de ne pas être mariée, hein, lorsqu'on arrive quand même, enfin j'ai envie de dire à un certain âge, c'est ridicule maintenant, on se marie très tard Mmh. et c'est très bien qu'une femme puisse vivre sa vie avant de se marier. Évidemment. Mais il y a une culture et il y a dans un pays qui fait que voilà, on peut se sentir mal à l'aise. Donc des fois, oui, il y a des petites comme ça, des petites interrogations, mais elle va très bien dans l'ensemble. Elle Ah a ouais, réussi son tant chemin. mieux. Ça nous fait très plaisir. Alors, Destin de femme chez Ramsay, est-ce que vous considérez, en tous les cas, moi c'est comme ça que je le considère, votre livre aussi comme un outil de transmission? Je trouve que c'est un livre que les mères devraient faire lire à leurs filles pour comprendre ce que peut être le destin d'une femme, ce que ça doit être et quels droits elles doivent exiger pour leur vie à venir. Ben moi, C'est à mettre dans toutes les mains des femmes, quelles ouais. que soient les générations. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que nous, on vient d'une famille, par exemple, de 4 filles. On était 4 Oui, sœurs. Et donc, on a affronté les difficultés les unes après les autres, mais on n'a pas été avertis de ce monde-là. mais non, Donc, sous la surveillance des parents, évidemment, si les filles sont trop jeunes. Mais moi, j'aurais aimé que ma mère me raconte ce que c'est que la vie, de manière à ne pas affronter ce monde mais oui, en étant trop naïve bien sûr. pour mieux se protéger. Alors vous êtes 4 sœurs et vous avez eu 4 fils. Est-ce Absolument. qu'ils ont lu votre livre? Parce que c'est important que les garçons lisent ça aussi. Alors, les enfants ont lu mon livre, ils suivent cette histoire avec beaucoup d'intérêt. Lorsqu'on a fait la première signature en Israël, mon fils s'est réveillé en me disant « Maman, c'est le grand jour ». Ah ouais. C'est une affaire collective, hein, cette famille, parce que vous savez, quand c'est un projet artistique qui est long comme ça, on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie. Et souvent, on me disait bah alors, c'est l'heure de manger. Bah, attendez, j'écris. Ah, t'es encore sur ton livre Destin de femme. Et quand ils l'ont vu édité, évidemment, ça a été une victoire pour tout le monde. Destin de femme paru chez Ramsay, Valérie Pérez-Enouchi à se procurer de toute urgence. Merci, Lise, beaucoup de d'avoir m'avoir été reçue. avec nous et bravo. Vraiment un grand moment de bonheur cette lecture. Merci, Au revoir. Lise. Au revoir.